Bonjour tout le monde, Abulon. Aujourd'hui, je vais vous parler de Star Trek Adventure, le nouveau jeu de rôle de Star Trek, bien évidemment. J'ai essayé de penser d'une façon de présenter le jeu, et puis est-ce que je parlais juste du livre, est-ce que je parle de l'expérience de gaming sur table, est-ce que je présente les règles, en fait, qui sont assez, pas complexes, mais qui contiennent beaucoup d'éléments. Bref, j'ai réfléchi à tout ça et puis je vais y aller comme d'habitude. Je me suis pas trop préparé. J'ai quelques lignes que je veux envoyer. Là. Je me suis pris une feuille de notes, mais ça passe du coq à l'âne comme toujours. Donc voilà. Ça risque d'être une vidéo un peu plus longue que d'habitude, quoique j'ai l'habitude de faire des longues vidéos, alors ça devrait vous être habitué. Je vais faire tout à l'heure, en deuxième partie également, un flip through, là, je cherche le mot en français, là, tourner les pages et vous parler en même temps que je vais tourner les pages du livre, vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il comporte. Et les points négatifs, ça se peut que j'ai des réticences encore avec surtout le bouquin, plus le bouquin même que le système en lui-même, que le jeu. Mais je vous rassure, là, ma date finale, là, ce serait un genre de 8 sur 10. Donc même si j'ai des points négatifs, faites-vous-en pas. On aime assez le jeu pour y jouer. J'ai joué 2 parties, on joue une 3e partie. J'ai joué une partie en ligne. Première partie pour me familiariser avec les règles. Parce que habituellement, je pogne les règles assez vite d'un jeu. Ça va assez bien après une session. Et puis, je vous dirais que j'ai joué une 2e fois, live, avec plusieurs personnes cette fois-là. Il a fallu que je relise énormément de passages du livre, car je vais en venir tout à l'heure. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est loin de quelque chose d'intuitif, surtout la façon dont le livre est construit. On est loin du jeu plus simulationniste que je suis habitué, moi, de jouer, c'est-à-dire que, bon, tu as une force A, tu peux lever une valeur B, puis tu lances ton dé. Dans ce jeu-là, c'est pas ça du tout. Les mêmes actions peuvent être entreprises par différents personnages, avec différentes manières, avec différentes capacités et combos de capacités. Ça peut paraître flou, là, mais c'est un jeu qui est flou. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu de précision. Donc, et c'est ça, je vais jouer une 3e partie en ligne demain ou après-demain avec encore quelques joueurs. Et là, je vais incorporer, c'est ma 3e partie, puis c'est la première fois que je vais incorporer les combats spatiaux. Donc, dans les deux premières, j'avais pas de combats spatiaux. Bon, je m'étais arrangé pour, disons, qu'il n'y en ait pas. Fait que ça vous donne une idée que la courbe d'apprentissage est assez prononcée. Heureusement qu'il y a sur Internet, là, il y a des fans qui ont fait des cheat sheets, des feuilles pour nous aider, parce que, comme j'ai dit, le livre est magnifique, c'est un magnifique bouquin, mais la portion mécanique est très mal construite, très mal présentée. Bon, c'est sûr qu'on s'y retrouve à un moment donné, là, on finit par avoir nos repères, là. Mais je vous dirais que pour les néophytes, là, pas les néophytes de Star Trek, là, mais les néophytes là, avec ce système-là, c'est assez complexe. Donc, Star Trek Adventure par modifier sur une boîte anglaise qu'on commence à connaître là, depuis Ashton Toulouse, qui était leur gros hit, là, qui les a mis sur la carte. Ils sont en train d'avoir des licences. C'est pas une grosse boîte, là, puis on le voit aussi c'est pas Paizo là, qui a sorti Starfinder, puis le livre est léché, super beau, super bien présenté, une ligne de produits incroyable à venir et tout. Eux veulent avoir une ligne, mais bon, ça sort au compte-gouttes, ça sort dans un état. Ça va faire partie de ma critique. Le livre que j'ai entre les mains est bourré de fautes. C'est incroyable. Et il n'y a pas juste je peux vivre avec des fautes d'orthographe, j'ai aucun problème, mais des fautes de règles que si on n'est pas du genre à recevoir les errata, bon, moi, je les ai reçus au mois de juillet, PDF, ça va bien, mais le livre, là, c'est sûr que moi, je suis dans les premières éditions du livre. Là. Éventuellement, ils vont sûrement sortir une 2e édition, 3e édition avec les corrections, là, parce que le livre n'est pas encore en boutique. Là. C'est ceux qui ont précommandé le livre, qui ont reçu le livre en main. Mais c'est sûr, il y a des erreurs flagrantes de règles que
c'est ça que j'ai fait à ma première partie parce que c'était écrit. Et lorsque j'ai vu les corrections, j'ai fait « ok, ça a du sens. » Puis, mais c'est plate parce qu'évidemment, l'édition que j'ai est remplie de ces fautes-là. Des fautes, ma foi, quasiment impardonnables là, sur les trucs vraiment. Là, c'est dur de vous expliquer quoi, mais je pourrais donner un exemple. Par exemple, dans le jeu, lorsque on attaque avec un vaisseau, bon, il y a des phasers, puis il y a des torpilles. Bon, dans le jeu, ça prend un certain nombre de succès pour réussir une action. Bon, ben, dans ma version ici, lorsqu'on présente ça, ça dit que lorsqu'on attaque avec des phasers, ça prend 2 succès et des torpilles, 2 succès également, alors que ce n'est pas le cas. C'est 2 succès avec un phaser et 3 succès avec la torpille. Donc, c'est un petit 2 au lieu d'un 3, c'est pas grave, mais ça change toute la donne. C'est plus difficile, c'est difficile d'avoir des succès à ce jeu-là parce que c'est le système basé sur 2d20. Okay? Bon, ça semble être leur in-house système qu'ils utilisent avec Conan puis Mutant. C'est un système que je connaissais pas vraiment. Ben, je l'ai vu en diagonale, là, mais je l'ai vraiment découvert avec Star Trek. Écoutez, je ne vais pas tout de suite tomber dans les règles parce que je vais parler du positif en premier. Et le positif, c'est la peinture, c'est Star Trek. Écoutez, tu te trompes pas. Je veux dire, en partant, si c'était un jeu de science-fiction générique qui s'appelait, je sais pas moi, Star Dweller, peu importe, je suis pas sûr qu'il y aurait une effervescence aussi grande face à ce jeu. Surtout, c'est drôle parce que là, j'ai comme lu dernièrement, j'ai lu 3 livres de jeux de science-fiction. Un avant, qui était Coriolis, qui était ultra simplifié, magnifique, slick, facile à comprendre, efficace. J'ai lu Star Trek cet été, au début de l'été. Et là, j'ai lu Star Thunder. Comme 3 livres différents, présentés de façon différente. Donc, j'ai des comparables frais en ma mémoire. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est pour ça que mes réticences sont avec le bouquin en lui-même. Il est superbe, les illustrations, il y en a, j'adore. C'est vraiment des peintures. Ils n'ont pas fait la gaffe d'autres éditions de prendre des photos ou des photos des différentes séries puis de nous mettre ça. Je déteste ça. Il y a plein de jeux que j'aimais, mais que j'aimais pas le livre. Buffy ou Army of Darkness. Des jeux là, qui prennent des photos. Là, je déteste ça. C'est facile. Puis non, j'aime les images peintes, les illustrations, même si c'est du noir et blanc. Je préfère ça de loin et ça paraît, ça look. Pourquoi Star Trek, on le voit apparaître là, sur plein de boards. Là. Personne n'avait joué ou presque. Moi, j'avais joué, pas joué, mais j'avais lu les playtests avant. Là, mais les gens textaient pourquoi. Parce que c'était une des questions de RPG-AD. Hein. Les images, là, ça nous fait rêver. Puis ce livre-là, sur ça, là, leur job de marketing, ils l'ont fait. Les artistes sont top-notch. Donc voilà, fait que ce côté-là, c'est parfait. Le livre en lui-même contient énormément, évidemment, de données sur l'univers de Star Trek, mais pas tant que ça, parce qu'évidemment, ils savent qu'il y a tellement de sites de ressources, Memory Alpha ou des sites Internet, et que le lore, il n'y avait pas besoin d'en mettre énormément. Donc, c'est sûr qu'étant Trekkie, je me retrouve bien, il y a une grosse portion au début du livre de l'histoire de Star Trek, au lieu d'être écrite sous forme, justement, d'histoire, c'est vraiment des portions d'emails in-game, c'est des gens qui racontent des événements, puis ça sur plusieurs pages. Fait que peut-être que quelqu'un qui n'est pas habitué à Star Trek, ça va être trop pour lui, là. Mais ça reste une belle banque d'informations de la première partie du book, là. Très, très, très intéressante. En passant, le jeu se déroule en 2371. Donc, on est à la 4e saison de Deep Space Nine. Voyager vient de disparaître au loin. On est après le premier film de Generation. Donc, l'Enterprise D a pété. Ils sont en attente du nouveau, le E. Fait qu'on est juste avant First Contact. Ça, c'est le setting par défaut. On peut jouer l'époque de Kirk, évidemment. Mais le livre est vraiment tourné autour, vraiment de l'époque des années 90, là, des séries de Next Generation, Voyager, Deep Space Nine. On parle beaucoup du Dominion, les Bajorans,
les Cartésiens, les Klingons, c'est pas vraiment des ennemis si vous jouez à cette époque-là ou pas encore. Ce qu'on reçoit, il y a une petite aventure à la fin, mais moi, je me suis enregistré sur le site web et je reçois les Living Campaign qu'ils appellent. C'est que, bon, à chaque mois, ben, c'est pas au mois, là, ils sont pas capables de tenir la cadence, là, mais on reçoit 2 aventures, une de l'époque de Kirk, puis une de l'époque du jeu par défaut, et c'est généralement des petites missions. C'est ça, des petites missions d'une Living Campaign, comme Paizo, comme Dungeon font, comme beaucoup maintenant de jeux font pour garder un intérêt. Puis ça sort, c'est plus facile d'envoyer ça sous forme de PDF avec des petits pre-gen que sortir un bouquin d'aventure. Eux, ils étaient supposés de sortir un bouquin d'aventure en même temps que le release du jeu, mais il y a des délais à tous les niveaux du jeu de la production, là, que ce soit l'écran, le livre d'aventure, les miniatures, les dés sont supposés arriver bientôt parce que oui, c'est un jeu qu'on peut jouer avec un D20 puis un D6, mais évidemment, ils ont sorti leur D6 parce que le D6, c'est très compliqué. Ça va faire partie de ma critique là, quand je vais embarquer dans la portion système. Là. Moi, là, le côté, là, comme le nouveau jeu de Star Wars, là, inventer des dés, des trucs, là, ça... Je suis pas fan de ça, là, c'est correct, là, mais c'est juste pour vendre des gogos, c'est juste pour vendre leurs dés. Là. Évidemment, on peut s'en sortir, là, mais regarde, pour vous donner un exemple, je vais le dire tout de suite. Là, les dés, tous les dés de dégâts, on lance un D6, OK? Et pour savoir combien le dé fait de dégâts, voici la formule lorsqu'on a juste un D6. Lorsqu'on lance un 1, on fait 1 point de dégâts. Lorsqu'on lance 2, on fait 2 points de dégâts. Un 3, on fait aucun point de dégâts. Un 4, on fait 0 point de dégâts. Un 5, on fait 1 point de dégâts plus un effet. Puis le 6, 1 dégât plus un effet. C'est sûr que sur leur dé qu'ils vont te vendre, le D6, bon, ben, il va y avoir 2 faces qui n'ont rien dessus. Il va y avoir 2 faces qui... il va y avoir une face, une étoile, une face 2 étoiles pour 2 points, l'autre avec les effets. Bon. Je suis pas super fan, je vais vous le dire tout de suite. Là. Ça va, là, je les ai appris par cœur, mais c'est surtout, je pense, aux nouveaux joueurs. Là, lance tes dégâts. Là, bon. Là, tu as un phaser, OK, tant que tu lances tes 4 dés, OK, bon, tu as 3 points. Ah, là, tu as un effet, mais là, ton arme est vicious. Ah, vicious, ça fait quoi? Ah, l'effet devient un point de dégâts. Fait, il y a beaucoup de petites subtilités même dans le jeu. Là, là je commence à les connaître par cœur, là, mais ouf, au début, là, c'est pas évident. C'est ceux qui capotent là, avec... Pathfinder, c'est difficile. Oui, il n'y a rien là. Pathfinder, il n'y a rien là. Tu regardes une feuille de personnage de Starfinder, justement, puis rapidement, tu n'as jamais joué, puis facile de comprendre les skills, 3 plus 2, 4, puis tes caractéristiques. Ici, vous allez voir, le système, il est simple, mais les combinaisons, oh my god! Bon, ben, je vais y arriver. Je vais parler du système. Je commence immédiatement. Donc, ce que je vous disais, c'est que lorsque vous montez votre personnage, bon, vous avez choisi évidemment là, votre espèce et tout, vous montez votre personnage et là, vous avez les attributs. Okay? Les attributs qui sont, dans le fond, un peu les habilités dans les autres jeux de base, qui sont Control, Daring, Fitness, Insight, Presence, puis Reason. Et vous avez les disciplines, okay, qui sont Common, Con, Engineering, Security, Science, Medicine. Elles ne peuvent pas monter en haut de 5. Bon. Et vous avez à côté des focuses. Dépendant de la feuille qu'on prend, les focus. Donc ça, c'est des spécialisations qui sont juste des mots-clés qui, lorsqu'on va venir demander une task, qu'on appelle une tâche, un jet, si on vient taper, toucher dans un de ces domaines-là, eh bien, ça va avoir évidemment un effet positif dans le jeu lorsque vous allez lancer vos 2D20. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les combinaisons, on lance 2D20 ce jeu-là, c'est le 2D20 système. Et lorsqu'on demande une task, on va faire, dans le fond, on va combiner un attribut avec une discipline. C'est ça tout à l'heure que je disais, ce qui est spécial, c'est exemple, si dans un autre jeu, vous demandez une perception, bon, ben, vous collez perception, puis la personne lance perception. On va regarder le résultat. Dans ce jeu-là, non, c'est trop facile. Le médecin, le capitaine, l'ingénieur, puis le security guard vont prendre des combinaisons d'attributs puis de disciplines, mais pas les mêmes. OK?
Et ça peut devenir assez compliqué, assez mélangeant. Et je vous dirais que ça fait partie aussi du jeu du joueur de contribuer de lui-même, dire ben, regardez, moi, ça serait plus un insight combiné à security. Puis l'autre, ben, le capitaine, non, moi, c'est plus du reason, mon intelligence combinée avec, tu sais, vous voyez le genre. Et là, ce qu'on fait, donc, on additionne les deux. Donc, par exemple, ça veut dire 10 de reason, et puis 2 de security, vous avez 12. C'est un jeu de 2d20. Donc, vous lancez 2d20, et là, ça vous prend le nombre de succès que le DM a choisi, bien évidemment, par rapport à la situation. Un succès, c'est quoi? C'est lorsqu'on lance sous la valeur qu'on met d'addition. Essentiellement, c'est le système. Les focus vont venir en jeu si c'est quelque chose qui a rapport à un de vos focus. Ben, la discipline, si vous lancez sous la discipline, la valeur de discipline, qui sera, mettons, 2 ou 3, eh bien là, ça compte pour 2 succès. Si vous lancez un 1 sur le D20, ça compte pour 2 succès. Si vous lancez un 20, ça crée une complication. Ça, c'est le système de base 2D20. OK? Fait que ça, c'est pour une tâche. Fait que ça, c'est intéressant parce que ça crée quand même plusieurs combinaisons. J'ai même une feuille complète de ce que ça peut donner que je vais mettre à l'écran. Tous les mix qu'on peut faire, ça, c'est juste pour les personnages. Imaginez, il existe la même chose tout à l'heure pour les ships, parce que les ships, c'est la même affaire. Ils ont des attributs et des disciplines. Les armements, c'est encore pire sur les ships, mais les armements, un phaser ne fera pas le même dégât d'une personne à l'autre avec le même phaser. Je pourrais comprendre pourquoi. Ben, je vais vous donner l'exemple. Le phaser type 2 fait 3D de dommages. Okay? Puis une arme fait 3D de dommages plus ta valeur de sécurité. Donc, si tu es Worf, tu as 5 en sécurité. Lorsque tu tires du phaser, tu fais 8 points de 8D de damage. Okay? Mais si tu es Deanna Troi, puis tu as un phaser, puis tu as sécurité de 1, ben, tu vas faire la moitié moins de dégâts avec ton phaser. Okay? Je peux comprendre que tu vas me dire, bon, ben, Worf, il sait où viser pour que ça fasse mal, mais oui, mais à point de blank shot, les deux phasers, c'est anormal qu'il y ait une si grosse différence que ça. 50% en moins avec la même arme, les mêmes paramètres. Je trouve ça spécial un petit peu. OK? Encore à corps, c'est la même chose. Et donc, moi, je suis pas... c'est ça, c'est abstrait. Vous allez me dire, c'est pas un jeu de combat. OK, fine. Mais il y en a beaucoup pareil. Dans ce qu'ils nous proposent, l'aventure à la fin, c'est du combat. Ce n'est que du combat. Ce qu'on reçoit, les aventures que l'on reçoit pour le Living, la Living Campaign, c'est énormément de combats. Donc, ça fait partie du jeu. Je veux dire, oui, on peut jouer une partie qui va se dérouler pendant 3 heures dans le mess-hall, mais bon, les gens, en général, veulent du drama, veulent de l'action, veulent un away team, une équipe là, qui va aller, justement, qui va aller sur la planète résoudre l'énigme. Donc, c'est une partie assez importante. Il est important de savoir qu'il y a un concept qu'ils ont amené dans le jeu, qui est le fun, mais encore une fois, qui ajoute de la complexité énormément. C'est que, bon, c'est le principe pour améliorer nos chances, okay, qu'il y a maintenant dans tous les jeux, souvent. Bon, à Savage World, les Bennies, Donjons et Dragons, c'est la détermination, ces choses-là. Là, il y a comme 4 concepts qui font à peu près la même affaire, mais un peu différemment. Donc, on est un peu comme dans Deadlands. Tu sais, à Deadlands, il y a des Bennies, il y a différentes couleurs, tu sais, jaune, bleu, blanc. Ben là, vous avez la détermination qui peut vous aider. Vous en avez un au départ. Ça, la seule façon d'en gagner ou d'en perdre, c'est lorsque il y a par rapport à vos valeurs. Lorsque vous faites des actions par rapport à vos valeurs personnelles, vous en gagnez. Donc, il y a la détermination. Fait que ça, c'est des points pour vous aider à rerouler, à avoir des succès automatiques. Il y a le momentum, qui lui est vraiment celui qui en a le plus ou qui a le plus de roulement dans la partie. Du momentum, c'est pas compliqué, vous en générez à chaque fois que vous avez un succès supplémentaire en trop, en fait. Et ça, c'est une partie de fun. Par contre, c'est que dans le jeu, vous pouvez lancer rouler des dés pour des actions, même si ça prend 0 succès. C'est quelque chose qui est quasiment automatique. Je vais rouler quand même pour générer du momentum.
Par contre, vous pouvez générer 20 du threat. Donc, threat, qui est une autre valeur qui peut vous aider à réussir vos actions. Le threat, c'est pas compliqué, c'est vous le donnez au maître de jeu et lui s'en sert comme momentum contre les joueurs, c'est le cas de le dire. Okay? Donc, lui ici peut vous faire plus de dégâts. Et finalement, ben, il y a les talents, il y a certains talents là, qui vont venir ajouter des D20. Donc, au lieu de tout regrouper ça dans une seule belle affaire, un karma, un beau mot, là, vous avez comme différentes affaires à gérer. Là. Fait que là, la personne peut dire, ben là, j'ai un point de détermination, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Voici ce que tu peux faire. J'ai du momentum, ah ben ça ne fait pas la même chose que la détermination. Le momentum, ça fait ça. Et même, ça rend le jeu, à mon avis, trop facile. En ce sens, c'est pratiquement impossible. Pas que c'est impossible de perdre, parce que dans un des combats, j'ai vu, c'est assez rapide, 2 coups de phaser, puis on peut tuer une personne assez rapidement, un joueur. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque vous n'avez plus de détermination, lorsque vous n'avez plus de momentum pour vous aider, puis évidemment vous aider, vous aurez compris que ça peut servir là, à acheter des dés supplémentaires, lancer un D20 de plus, etc. Mais lorsque vous n'avez plus de tout ça, vous pouvez dire, ben, toi le GM, prends-toi 2 points de menace, puis j'ai le même effet que ces points-là. Gratis de même. Fait que même s'il n'y a plus rien dans l'éther, bon, je vais en chercher un des 20 de plus, je lance ça. Ce qui fait en sorte que, ben, en tout cas, moi, dans les deux parties, en tant que maître de jeu, je me suis ramassé avec énormément de points de threat, parce qu'en plus, on commence la partie avec 2 points de threat par joueur. Ce qui fait qu'à un moment donné, on ne sait même plus comment les dépenser, tellement qu'on en a. Ce qui fait qu'il y a comme une espèce de bassin de points mythique, okay, éternel, qui est là dans les terres, qui existe toujours pour vous sauver le derrière. Okay? Ce qui fait qu'un 20, tu sais, à la dungeon, lancer un 1, c'est plate, parce qu'il arrive de quoi de plate pour toi. Dans ce jeu-là, c'est un 20. Mais là, tu peux quasiment tout le temps l'annuler à cause que tu as tellement d'options. Le momentum, la détermination, quand on n'a plus du threat. Je trouve que c'est trop. C'est pas très Star Trek. Ça vient altérer le jeu. C'est un jeu c'est pour ça que je disais, c'est un jeu beaucoup plus narratif que simulationniste. On n'est pas dans le réalisme ici, pas du tout, loin de là. Okay? Fait que ça me titille un petit peu en jeu. C'est un peu comme Star Wars, le nouveau jeu Star Wars, il y a les points de lumière, puis vous les flippez, puis ça devient des dark side. Mais là, c'est comme le momentum puis le threat, c'est un peu ça, mais en plus, il y en a 2 autres à côté, on the side, détermination qui fait la même affaire. Fait que ça finit plus, là, t'sais. Fait que là, déjà que tu as à gérer toutes les combinaisons de talent puis de discipline, qu'au début, les joueurs n'ont aucune idée c'est quoi. Là, il faut que tu gères ça aussi, puis leur dis, ah, ben non, tu peux pas, là, le momentum, ça fait ça. Ah, ouais, mais la détermination, c'est plus fort, mais ça fait pas. Tu sais, vous voyez. Fait que, tu sais, c'est pas grave, là, tu sais, c'est quelque chose que les joueurs vont pogner après plusieurs parties, mais c'est de la complexité inutile, là. C'est du gravy, là. En tout cas, moi, c'est mon opinion personnelle. OK? Ben, les combats, maintenant, comment ça fonctionne un petit peu? Ben, c'est ça, vous lancez vos 2 des 20, OK? Dépendant. Là, si vous attaquez, mettons, en corps à corps, ben là, ça va être une combinaison de sécurité puis de daring. Si vous attaquez à distance, ça va être 2 choses. Vous lancez 2 des 20, la personne lance ses 2, le défenseur lance ses 2 des 20 pour comparer les succès. Fait que ça ressemble à l'appel de Cthulhu 7e édition. Fait que si vous attaquez puis vous avez autant de succès que le défendeur, ben vous réussissez. Si vous attaquez, vous n'avez aucun succès, mais lui a un succès, lui, bang, il se revanche, puis il vous pince, mes amis, fait qu'il vous tue. Ben, pas il vous tue pas, mais il peut vous tuer parce qu'on meurt très rapidement. Fait qu'une fois qu'on a déterminé ça, les dégâts, comme j'expliquais tout à l'heure, les dégâts, c'est très abstrait. Vous allez voir l'arme, OK? L'arme, généralement, j'aurais aimé ça qu'il y ait des beaux tableaux, c'est justement que ce soit simple, tu sais. Un arme fait tant de dégâts, bang. Puis ça, c'est très mal expliqué dans le livre. Là. Ça, c'est une des pires atrocités. Là. Il y a un tableau. Pour les armes pour les personnages, c'est pas stampé, mais pour les chips, là, oh my god! Les chips, là, c'est comme il y a 3 valeurs à additionner pour avoir la valeur finale en points de dégâts lorsqu'on réussit à toucher. Tu as le type de weapon, tu as la façon de delivery, tu as la grosseur, le scale du chip que tu dois calculer. Puis ça, c'est pas expliqué genre dans un beau tableau, puis moi, après, je l'ai compris quand j'avais une cheat sheet, puis après ça, je pouvais trouver dans le livre à telle page,
ça donnait ça, mais je suis sûr que les Quick Starter, puis rapidement, là, deuxième édition, puis ça va venir, ça va être beaucoup plus épuré, puis ça va être super mieux présenté, là, mais la façon que c'est délivré là-dedans, wow, j'ai des doutes. Donc, j'étais rendu aux dégâts, fait que c'est ça. Vous tirez du phaser, bang, type 1, ça fait 2 dés de dégâts, et puis là, vous additionnez votre sécurité, votre valeur de sécurité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Fait qu'il n'y en a pas un qui va faire les mêmes dégâts avec la même arme. Là, vous lancez ça, et le nombre de dégâts, la personne devant vous, le défenseur, si elle a un shield, ou si elle a un body armor, ou si elle est cachée, elle va lancer les mêmes dés, mais en défense. Fait que si elle a un point de valeur, mettons, de body armor, elle va lancer le même D6, et puis là, on va soustraire les points, et puis là, ensuite, vous allez les appliquer à votre résistance. Donc, vous pouvez avoir, en général, ça tourne autour de 10, 11, 12 points de vie, un War fera 15. À ce jeu-là, si vous perdez 5 points en une seule fois après toutes les valeurs d'armure, vous attrapez une blessure, une injury qui appelle. À 2 injuries dans le jeu, on est mort. Même si vous avez juste perdu 10 points de vie sur 12, vous mourrez. Donc, c'est une injury, puis la deuxième est fatale. Évidemment, ce que je parlais tout à l'heure, les momentum, les déterminations, ces trucs-là peuvent éliminer des injuries, ce qui fait en sorte, comme je disais tantôt, ça élimine un petit peu la menace, mais ça ne fait pas récupérer des points de vie. Okay? Donc, on perd rapidement des points de vie à ce jeu-là. C'est normal aussi. Là. Un phaser de type 3 là, qui tape à 8 là, avec Warfare. Imaginez les dégâts que ça peut faire. Et en plus, chacune des armes, donc on a ça, et en plus, chacune des armes a un petit mot, une petite définition. Donc, il y a des armes qui sont, mettons, vicieuses. Ben, elle va faire plus de dégâts. Il y a des armes que ça va marquer charge. Vous pouvez la charger pour faire plus de dégâts. Donc, lorsqu'on commence, là, c'est ça que je dis. C'est pas une épée 1d8 plus 4. C'est beaucoup, beaucoup de petites affaires à regarder. Puis, t'as-tu regardé? T'as ton arme? Oh, elle peut faire area, elle peut taper. Fait que, tu sais, c'est un jeu de nerd. OK, disons-le. Fait que, voilà, fait qu'une fois qu'on a appliqué les points de dégâts, la personne, c'est à son tour. Les initiatives, comment ça fonctionne à ce jeu-là, ça aussi, c'est intéressant. C'est que c'est abstrait. Il y a pas de, c'est pas celui avec la plus haute agilité, il n'y a pas de ça. C'est en général le groupe qui commence, une personne du groupe, et c'est chaque côté, un après l'autre. Par contre, le groupe de players peut dire, nous, on veut garder l'initiative. Donc, admettons, on commence, et puis là, on voit que, bon, c'est un board, admettons, qui est difficile à pincer. Et puis là, le premier joueur a joué, bon, puis il a réussi à faire du damage, puis on veut jouer encore avant que lui ait le temps de faire quelque chose. On peut garder l'initiative, puis là, encore une fois, on paye les points que je parle tout à l'heure, les valeurs, donc du momentum. On peut payer 2 points de momentum, on garde l'initiative. Okay. Si on ne fait pas ça, ben c'est chaque côté, il va un à la fois, puis ça, c'est une affaire pour les combats spatiaux. Okay. Donc, l'initiative, tac, et sensiblement, ça ressemble à ça pour les combats. Évidemment, là, il y a plein d'options. Vous pouvez viser, hein, ces affaires-là, ça fait partie, comme tous les jeux, évidemment, des subtilités qu'on peut faire avec un système. Là. Puis généralement, les premières parties, on les skip un peu parce que ça vient ajouter une petite couche là, de complexité. Là, mais c'est sûr, si vous avez plusieurs joueurs qui ont acheté le PDF, le livre, ça aide beaucoup, là, évidemment, qu'ils aient lu les règles et qu'ils connaissent leurs personnages parce qu'ils ont des talents qui vont venir les aider à certaines situations. C'est ça que j'expliquais en intro. Il y a beaucoup de paramètres. Le système, il est simple. Là. Tous les systèmes sont simples, dans le fond. Là, souvent, l'essence même. Mais c'est ces subtilités-là qui font que... Et dans ce jeu-là, c'est beaucoup juste des mots. C'est pas des valeurs. Donc, autant les talents, les focus, les valeurs, les valeurs, tout ça, c'est des mots. Ils n'ont pas un +2 écrit à côté. Là. Fait que c'est quelque chose que tu dois penser toi-même en tant que joueur. Si, je sais pas, moi, tu as diplomatie, history, c'est à toi de penser que ce que tu es en train de faire comme action avec la personne devant toi, ben, ça vient jouer avec ça. Puis là, tu vas avoir des bonus. Fait que c'est comme ça que le jeu est un petit peu géré. Okay. Et maintenant, évidemment, il reste aussi tout l'aspect... Donc ça, c'est les personnages. Il reste tout l'aspect vaisseau spatial qui est très important. Okay. Bon, ben, une fois à bord, évidemment, vous allez... tout dépendant, c'est sûr que vous pourriez jouer à l'académie pendant quelques semaines. Ça pourrait être intéressant aussi, mais ça reste que Star Trek. De base, si vous jouez la Living Campaign, le précepte, c'est que vous ramassez
en bordure du Shackle Expanse, qui est une espèce de vaste territoire de l'autre côté de la zone Klingon. Et puis, il y a une Starbase qui est là, une Naranda Station qui est là, et il y a 3 vaisseaux qui sont commissionnés là. Un Galaxy Class, un Triplet Class, Nova Class. Et il y a autant de Klingons que d'humains là-dessus. Et puis, dans le fond, c'est une mission d'exploration de ce nouveau secteur-là, parce que les Cardassiens sont non loin. On sait que les Bugs sont dans le Delta Quadrant, puis qui s'en viennent, le Gamma. Et bref, c'est ce que vous devez faire, c'est être dans un ship, puis explorer, faire des petites missions d'escorte, etc. Évidemment, il y a plein d'histoires alentour de ça, c'est super intéressant, ça. Mais bref, faire partie d'un ship, ça fait partie du jeu. OK, fait qu'il faut choisir le type de ship qu'on va prendre, évidemment. Le rôle qu'on va jouer, ça c'est toujours touché. Fait qu'il y en a un qui va être capitaine, un qui va être aux commandes, un qui va être un ingénieur qui va vous donner du power. Fait que ça, c'est un autre aspect du jeu que lorsqu'on rentre dans la phase ship, OK, là, ça devient assez complexe à gérer, comme je disais tout à l'heure, parce que là, il y a des phases, OK, dans le ship. Bon, le commandant va commencer par lui, on va commencer par lui. Puis là, tout dépendant du combo de compétences qu'il va demander, il va venir donner des bonus aux autres personnages. Lorsqu'on est en combat, c'est ça, il y en a un qui va s'occuper justement de tirer du phaser, tirer des torpedos. Et les dégâts, comment ils fonctionnent pour le ship, c'est ça, c'est vraiment, plus ton ship est gros, plus qu'il tape, plus que ses shields sont puissants, évidemment. Et puis ça, il n'y a pas de beau tableau là, qui aurait pu nous dire, bon, tac, si, mettons un Galaxy Class, scale grosseur 6, ça tape à temps. Non, faut que tu le devines, faut que tu le trouves il y a une première partie qui est dans une portion du livre et l'autre partie après la création du ship, t'sais. Fait que c'est sûr qu'il y a des personnes sur Internet qui ont réussi à faire des feuilles, des espèces de résumés mais c'est pas évident au début. C'est sûr que si vous prenez un ship déjà monté, tout est là. Ils vont dire, bon, le phaser tape à 8, puis là. Mais lorsque vous montez, là, c'est pas si facile que ça au départ. Donc le ship, c'est ça. Évidemment, le ship, vous aurez compris, là, on gère l'énergie du ship, on gère les shields, puis une fois que tout ça est en branle, c'est ça, on gère le ship. Il y a la vie à bord du ship, puis il y a évidemment les actions avec le ship. Si vous faites des actions avec le ship, là, il y a beaucoup de jets de dés à faire parce qu'il y a vos 2 des 20 à vous qui sont en lien avec votre compétence plus votre discipline. Et le ship a sa compétence et sa discipline, et lui, vous allez tirer 1 des 20 en combat avec lui. Fait que, exemple, un sensor, vous utilisez les sensors, vous êtes en train de sonder une région quelconque. Bon, vous allez prendre vos 2 des 20, OK, vous allez lancer, voir combien de succès vous générez, vous. Et ensuite, vous allez prendre 1 des 20, puis vous allez prendre les sensors du ship vous allez lancer 1 des 20. Et là, tout ça ensemble vont venir vous donner la réponse. Évidemment, si c'est quelque chose que le GM veut de très évident avec une difficulté de 0 ou de 1, bon, là, vous allez générer probablement du momentum. Si c'est quelque chose de hyper pointu, caché sous les collines, fait que là, mettons une difficulté de 4, là, ça va prendre du momentum, ça va prendre des bons jets. Fait que c'est comme ça essentiellement que ça fonctionne. Donc, voici comme promis la bête, ici comme ça. Lorsqu'on rouvre au départ, autant la couverture, d'un côté ici, on a accès évidemment à une carte stellaire, essentiellement le bêta cadran ici avec le Soleil, la Terre, puis évidemment avec les autres races. Et de l'autre côté complètement, on a la portion qui nous intéresse, donc l'Empire Klingon, l'Empire Romulanais et ce que j'appelais tantôt le Shackle Expanse, là. Okay. Donc, si on joue la Living Campaign, évidemment, on peut jouer ce qu'on veut. C'est une petite Starbase ici qui est là, conjointement avec les Klingons, et on va partir explorer ce secteur-là qui est plein d'anomalies. On doit même faire installer sur nos vaisseaux de nouveaux équipements pour naviguer là-dedans, tellement qu'il y a des nébuleuses dangereuses et des tourbillons magnétiques là, qui vont tout venir chambouler le ship. Donc, voilà, je reviens au début. Oh, caméra.
Évidemment, c'est présenté sous forme, évidemment, là, les LED, là, un peu comme dans Star Trek, toute l'époque next-gen. Donc, c'est du noir, c'est correct, là. Ils ont fait ça aussi dans certaines autres éditions, là, mais je ne suis pas un super fan d'un beau Intrepid de classe comme dans Voyager. Okay. Donc, mais ça reste que les illustrations sont vraiment belles. Donc, au départ, on présente toujours, là, c'est quoi, un jeu de rôle, regardez une feuille de personnage, à quoi ça peut ressembler, des jetons pour du momentum, des jetons pour de la menace, détermination sur votre feuille, des petits dés spéciaux. OK. Et bon, au départ, on va venir expliquer un petit peu l'air où est-ce qu'on va jouer, l'ERA. La galaxie, les cadrans, bon, ben, ici, l'alpha cadran, le bêta cadran, gamma, delta, j'étais à l'envers, j'étais un peu mélangé, là, avec la caméra. Et évidemment, ça, c'est toute la voie lactée, puis il y a juste ça ici d'explorer. Bon, évidemment, dans Deep Space Nine, lorsqu'ils prennent le War Mode, ils se ramassent ici, puis tout le Dominion, là. Puis les Borg, ils viennent de loin d'ici, comme ça, là. Et nous, ce qu'on va jouer, essentiellement, c'est plus ici, comme ça. Donc, des murs de texte qu'on vous présente. Ça, c'est vraiment le fun, là. Tout le lore qui vous parle de Star Trek. Si vous êtes fan de Star Trek, ça vaut la peine. Il y a beaucoup de rafraîchissement. Bon, c'est tous des trucs qu'on peut trouver sur Internet, là, mais c'est quand même bien au départ. Ensuite, ce que je vous parlais tout à l'heure, on présente l'histoire de la Fédération, mais sous forme, comme ça ici, justement, des gens qui vous parlent, des gens qui ont participé à l'histoire de Star Trek dedans. Fait que, ça peut être une lecture pesante ou pas trop. C'est le fun quand tu es fan parce que ça fait toujours référence à des événements, des épisodes, des trucs qu'on connaît. Mais pour quelqu'un qui serait néophyte, c'est peut-être un chapitre qui va se garder pour la fin. OK, fait toujours des belles images, l'époque de Kirk, etc. Comme ça ici, les grades. OK, capitaine, lieutenant, commandeur. OK. Fait que, évidemment, plusieurs pages comme ça ici. Ouais, ça ici, c'est les grades de la Next Gen. Donc, un gros chapitre là, sur, évidemment, la Prime Directive. C'est toutes des affaires qui vont servir au roleplay. Comme je disais, si vous êtes avec une gang qui veut jouer à Star Trek, c'est tous des concepts qui sont probablement déjà au fait. C'est pas un nouvel univers qui est inventé, c'est quelque chose qui existe depuis 50 ans. Donc, toute la hiérarchie, c'est quoi Starfleet, c'est quoi faire carrière à Starfleet, Starfleet Academy, etc. C'est tous des trucs qui sont super le fun à lire, mais qui ne sont pas nécessairement super essentiels dans le jeu. Là, ça dépend de la façon que vous allez le jouer, là, évidemment, les départements, les couleurs, les assignements. OK. Et on va parler de duty, qu'est-ce que vous devez faire, waiting, c'est très générique, regardez, comme c'est magnifique. Visuellement, c'est vraiment beau. C'est pas évident, je suis à l'envers. J'aurais dû me prendre mieux. Bon, les opérations ici, on va tomber justement un peu plus dans le système, les skills. Bon, si j'explique un peu le jeu, c'est 2D20. Ici en haut, comme ça ici, c'est les valeurs des D6. Là, si vous n'avez pas leur dés à eux spéciaux, vous explique un ça fait quoi, etc. On va parler des 2D20, qu'on peut. C'est quoi un succès, des trucs comme ça, quelques exemples. Fait que cette portion-là est assez simple. OK. Ensuite, on va tomber dans les threats. OK. Bon, ce que j'ai parlé un petit peu tantôt, je vous explique la momentum, la menace, la threat, tout ce que ça peut faire. C'est plein d'exemples, OK, de ce que le DM peut faire. En jeu, des fois, on a des blancs, ça peut aider. OK. Donc, l'entraînement, et là, on va tomber probablement, c'est ça, dans la création de personnages. Donc, au départ, évidemment, on choisit une race, on va choisir chacune. Un peu ça ressemble à d'autres jeux. Là, telle race va nous donner tel focus, telle valeur, tel trait. Ensuite, lorsque vous allez choisir une carrière, ça va ajouter une valeur, etc. Et tranquillement, pas vite, ça va vous aider à bâtir le personnage, le côté roleplay, les mots, comme je disais tantôt, les mots-clés qui vont venir vous aider lors de vos jets. Et ce qui est le fun, c'est que durant le jeu, c'est une forme d'avancement, si on peut dire, vous allez gagner des nouvelles valeurs, puis changer de département durant le jeu. Des trucs comme ça qui peuvent quand même être intéressants. Donc les races, l'endormien, les humains, okay, les bétazoïdes, évidemment, comme Diana Troy. Donc, il y a quand même quelques races de base. Et ensuite, on va vous montrer comment bâtir justement les traits, les compétences, les disciplines. OK.
Il y a beaucoup de données quand même. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Comme je disais tantôt, l'aspect combo, là, le mixage des deux est vraiment important. Donc, il y a beaucoup de stock. OK, ça, c'est une feuille de personnage que vous avez probablement vu, là, que j'ai mis durant la vidéo. Donc, ça, c'est la feuille de personnage officielle. Supporting characters, évidemment, il y a des NPC. À bord aussi, il va y avoir, à bord du ship, vous allez avoir des red shirts. Ensuite, on tombe dans le talent. Fait que, tu sais, la composition du livre là, est bizarre un peu, en tout cas. C'est la grosse faiblesse de ce livre-là. Là, on tombe dans les talents. C'est bon, quelques talents, quelques listes de talents. Puis les talents, ça peut être super important. Là, ça peut venir ajouter des D20 à certains trucs. OK, fait que développement de personnage. Comme ça ici, des trucs que vous pouvez augmenter. Les images toujours belles. Final Frontier. Chapitre ici, c'est plus du lore, ok? Donc les planètes, on explique c'est quoi les classes, une classe N, c'est tous des termes qu'on est habitué dans Star Trek. Les rencontres aliens, les phénomènes stellaires, c'est tout du beau truc intéressant, mais sans plus. Okay. Ensuite, on tombe dans les conflits. Fait que là, ce serait justement les combats, les conflits sociaux. Comme ça, ici, on va donner des exemples. Okay. Le combat en lui-même, ce que j'expliquais tout à l'heure, les étapes d'un combat, quelle combinaison qu'on va utiliser si on fait du mêlée, des trucs comme ça. Ah! Là, oh, on ne sait pas comment est-ce qu'on fait le dégât. Là. On a fait une attaque. Où est-ce qu'on va le trouver? Ah, on continue de trouver. Ah! C'est ici. Ah! Ah, tiens, ici, c'est quoi? Ah, c'est avec du momentum, je peux faire ça lorsque je me bats à 4 pages plus tard. Ah, OK. Ah, mais sont où mes armes? OK. Fait qu'on continue. Ensuite, c'est, bon, on parle de technologie, des équipements, des trucs comme ça. OK, les weapons. Ah, hey, c'est ici, on sait comment on va faire notre phaser. Mais en fait, non. Parce que le phaser, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on lit ici, la première fois qu'on est habitué de... C'est la première fois qu'on lit un livre, qu'on est gamer, on va aller tout de suite à nos tableaux. Ah, OK, ta lame, elle fait juste ça, OK. Mais non, quelque part, n'oubliez pas, c'est écrit, l'arme, elle fait ça, plus votre valeur de sécurité, oubliez pas. Faut pas oublier ça. OK. Donc, voilà, fait que ça, c'est les items, les power spray, des trucs comme ça. Et maintenant, on va plus y aller le côté les vaisseaux spatiaux, évidemment. On va parler beaucoup de Starship. Les Starbase, c'est quoi le rôle de tout ça, les règles de Starship, les rôles à bord, qu'est-ce qu'on peut faire à bord. Fait que c'est quasiment 2 jeux en un. Les combats de Starship, ça aussi, ça j'ai dû relire ça 2 fois. Toutes les options qu'on peut faire, regardez, là, c'est tout. Tu sais, mettons, l'ingénieur, là, ils vont, comme ça ici, là, puis ça, c'est tous des trucs qu'il peut faire, puis il n'en sera pas la même affaire, combinaison, vous voyez le genre, fait que c'est infini presque, là, les combinaisons qu'on peut faire et demander. Le joueur va devoir participer. Évidemment, là, il y a des règles là, pour bâtir son vaisseau. On est toujours dans le conflit, par contre, ici. Puis là, à un moment donné, ici, on va avoir plusieurs vaisseaux spatiaux qu'on va vous présenter. OK? Donc, les vaisseaux spatiaux, les beaux vaisseaux, très connus. Price, Defiant, Intrépide, comme dans Voyager. Ça, c'est le ship que mes joueurs ont. Comme ça, ici. Oh! Enterprise. En fait, ça serait plus Intrépide. OK, voilà. Fait que là, on met des chips comme ça. On met pas toutes les données comme combien de dégâts, combien de dommages vont faire leur phaser ou leur torpille. Non. On le fait pour les ennemis, mais on le fait pas pour ceux-là. Je comprends pas. Bref, fait que ça, c'est une erreur du livre, encore une fois. Et là, ici, comme ça, ici, dans ce petit tableau-là, cette petite affaire-là, qui se trouve au milieu de nulle part, après la gueule. Ça, là, ça vous dit combien de dégâts, OK, la formule pour faire, mettons, une torpille à photons. Fait que là, il faut regarder, bon, est-ce que c'est des photons, des quantums, des plasmas? Parce que, bon, évidemment, il y a des catégories. Fait que là, on voit 3 petits cycles de Star Trek. Fait que ça, c'est toujours des dégâts. On fait ça. Plus, OK, là, ça va être plus security. Et, évidemment, plus l'effet qu'il peut faire. Comme je disais tantôt, les phasers pour le ship, on va calculer la grosseur, scale. Chacun des chips a scale qu'on appelle. Mettons, scale 5. Fait que là, ton phaser,
Fait que là, ça devient toutes des petites affaires que tu additionnes, mais ça aurait été le fun d'avoir un beau tableau, tu sais. Clac, un phaser plus l'escape vous donne ça, tu sais. Là, c'est écrit sous forme de texte à des endroits, tu sais. Là, on le sait, là, ça se répand, là. Mais tu sais, pas évident au début. OK? Donc là, on tombe dans les Alien Vessels et eux sont bien faits parce qu'eux ont ce qui nous manque, c'est-à-dire que tout est déjà calculé pour nous. Là, le phaser de tel type, les torpilles à photons de ce chip-là font tant, là, sont calculés. Là, c'est le fun. Pas d'erreur aussi. OK? On peut aller dire qu'on peut les customiser, les autres chips, là, mais bref. OK, ensuite, on tombe dans la portion DM, comment faire jouer du Star Trek. On parle de la création de personnages, des règles, c'est la portion plus DM, là, des trucs, comment gérer la partie, là, que généralement on skip un peu, là, à moins de lire des affaires intéressantes qui pourraient être utiles, pas intéressantes, mais utiles. On tombe dans les NPC, donc il va y avoir ici des races, quelques races. On parle encore aussi d'expérience, la promotion. Le jeu ici, évidemment, c'est pas vraiment des points d'expérience. Vous n'êtes pas plus fort. C'est de gagner, comme je disais tout à l'heure, de la détermination, des nouvelles valeurs, des nouveaux talents. OK. Et là, on arrive. Non, on n'arrive pas. On est toujours dans la création, créer des planètes, créer des trucs comme ça. Et là, on arrive. NPC et adversaires. Il n'y en a pas tant que ça. Il va y avoir les Ferengi, les Borg, les Klingons, les Romulaniens, puis c'est à peu près tout. Le Dominion, ouais. Donc les Klingons, les Romulaniens, les Borg. Évidemment, ça c'est pour nous vendre plus de trucs après. Là. Et il va y avoir les Ferengi et le Dominion. Wow. Ça ressemble à ça. Donc, quelques NPC, mais bon, c'est un core book, là, c'est pas un bestiaire. Quelques artefacts, tout comme ça. C'est sûr que si vous bâtissez vos games, ça peut être utile, mais je dirais que Internet, évidemment, dans les aventures, c'est inclus, mais Internet est une bonne source aussi pour trouver toutes ces données-là rapidement, je vous dirais. On a une belle banque d'informations. OK. Donc, les bêtes, quelques monstres que vous pourriez retrouver sur les planètes. Et essentiellement, ça se termine avec The Rescue à Exercice 4. Ça, c'était l'aventure qui était comprise également dans les playtests. C'est une petite aventure d'introduction qui à peu près, c'est un classique, là, votre petite shuttle, ça crash sur une planète, là, puis il va y avoir quelques petits combats sur la planète pour vous montrer les règles, dans le fond, de combat. Il n'y a aucun Starship Combat là-dedans, là, c'est vraiment juste pour les bases du jeu. Et c'est une petite aventure de 3 pages. Et après ça, ceux qui ont participé au playtest, mais c'est pas tout le monde, mon nom n'est pas dedans, j'ai participé. Fait que c'est probablement ceux qui ont envoyé des rapports et trucs comme ça. Donc, feuille de personnage, feuille de Starship, rapide, et un index très utile. Faut savoir quoi chercher. Par contre, des fois, là, par exemple, la première fois que j'ai joué Initiative, là, je cherchais Initiative. C'est comment ça joue déjà Initiative? Ça s'appelle pas Initiative. T'sais. Donc, faut s'y familiariser. Et c'est ça, essentiellement. Donc, qu'est-ce que j'en pense au final? Et puis, écoutez, on a eu bien du plaisir, mais évidemment, c'est Star Trek. Donc, est-ce que c'est le jeu lui-même ou c'est notre amour pour Star Trek qui fait que ça fonctionne, le jeu? Je ne peux pas encore vous le dire. On va voir à moyen terme. Mais c'est ça, on est des gros fans de Star Trek. On a bien du plaisir, des running jokes qu'on peut se faire avec tout ça. C'est tellement drôle. Là. Donc, c'est un bon jeu. Ça va être un beau succès. Déjà, ça a été sold out à Gen Con. Le peu de copies qu'ils avaient, Modifius. Et puis, s'ils réussissent à nous livrer tout ce qu'ils ont promis dans un temps raisonnable, je pense qu'il va y avoir beaucoup de parties sur YouTube. Vous allez voir déjà qu'il y en a quelques-unes. Donc voilà, moi je pense que c'est un beau jeu. C'est un beau jeu. C'est un jeu cher. Moi, il m'a coûté très cher à avoir, évidemment, en précommande. C'est british, donc c'est en euros. Fait que, tu sais, juste le core book, même pas de collection, m'a coûté environ 100$. Puis j'ai rien d'autre avec. Là. J'ai eu le PDF. J'ai la chance de l'avoir précommandé.
Ce qui fait que tous ceux qui avaient précommandé, un peu comme un Kickstarter, on va avoir des suppléments qui sont essentiellement 2 aventures. Des aventures qu'on va recevoir sous forme de PDF. Pour le reste, c'est rien d'autre. Donc, ça revient cher du bouquin. Donc, moi, je vous dirais, précommandez pas. De toute façon, il reste une semaine, je pense. Attendez qu'il soit en boutique. Il va être à prix beaucoup plus raisonnable. Mais tous les livres de Modifius sont super chers. Les livres européens, là, sont vraiment chers. Mais je pense que tous les livres de jeux de rôle ont augmenté. Là, mais en particulier, là, celui-là, il a coûté très cher. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Et je vais probablement faire une review. La prochaine review va sûrement être Starfinder, que je pense juste à Starfinder, qui est vraiment autre chose, qui est beaucoup plus du Guardian of the Galaxy, du Star Wars. Je préfère l'univers de Star Trek, l'univers cinématographique et évidemment les séries télé, les romans. Par contre, le jeu, je me rends compte qu'assez rapidement, on est assez dans un carcan, puis on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. C'est plus difficile d'improviser, c'est beaucoup plus politique, beaucoup plus militaire, même si c'est pas militaire, c'est très militaire. C'est autre chose. Là. Tandis que Starfinder, on est dans le Dungeon Dragon, mais in space, donc t'as le goût d'avoir une bébite à poêle qui tire du gun, puis qui vient tout scraper la patente, ben, pop, elle apparaît, puis ça existe, alors que là, c'est ça dans Star Trek. Il y a une espèce de consensus qui fait que c'est de la science-fiction. Ça doit avoir une certaine logique. Donc, voilà, merci de m'avoir écouté et on se dit à une prochaine fois.